Bonsoir Fabrice, donc d'abord merci de nous accorder cet entretien. On va peut-être commencer par ta présentation et que tu nous racontes peut-être comment tu as choisi ce sujet précis qui est la guerre d'Algérie, ce qui peut paraître évident à des jeunes étudiants aujourd'hui avec les études décoloniales et toute cette profusion de travaux qu'on peut avoir en Europe mais aussi ailleurs sur le sujet, mais qui ne l'était pas forcément il y a encore quelques temps. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, mais à laquelle j'ai un peu de mal à répondre simplement. Euh, alors, d'abord, moi, je suis pas un universitaire. J'ai fait pas mal de choses avant de me remettre, on va dire, à la recherche historique. J'ai été prof dans le second degré, j'ai été militant syndicaliste. Bon, voilà. Et puis, bon, il se trouve que j'ai été l'étudiant de Pierre Vidal-Naquet, qui est l'historien français qui a vraiment fait un énorme travail sur la guerre d'Algérie, comme on dit. Voilà. Bon, j'ai pas pu poursuivre la recherche à ses côtés en particulier. Je suis devenu prof parce qu'il fallait manger, etc. Et je me suis remis sur le tard, tout ça, hein, il y a une grosse dizaine d'années. Ben, par le fait d'un certain nombre de rencontres, un peu de hasard, mais aussi parce que, bon, en tant que militant antiraciste, et d'historien, j'ai toujours bien perçu la connexion entre la problématique de l'histoire coloniale et l'héritage du racisme, hein, pour le dire vite, aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc, voilà, je me suis plongé d'abord dans cette histoire de retour à la mémoire du 17 octobre 61 par un biais un peu particulier, dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Et puis voilà, et puis c'est parti comme ça. Et il se trouve que je participe aussi à une équipe qui anime un site internet qui s'appelle histoirecoloniale.net, qui connaît un regain de connexion là depuis l'affaire Apathy, c'est assez extraordinaire. Et puis, euh, et puis aussi, j'ai fait une découverte d'archives un peu dont je ne m'attendais pas à ce qu'elles produisent autant d'effets. En 2018, à propos des disparus, ce qu'on appelle les disparus de la bataille d'Alger, qui a donné naissance à un projet qui prend pas mal d'ampleur, ce qui fait que je vais faire des missions en Algérie, etc. Justement, je rentre d'une de ces missions d'enquête, quoi. Voilà. Ok, bah justement, entrons dans le cœur Ouais. de l'actualité avec cette affaire finalement assez étrange si on les voyait avec les lunettes d'il y a encore quelques années, qui est un chroniqueur, disons, plutôt centriste, enfin qui n'a rien d'extraordinairement gauchiste ou décolonial ou islamiste, et qui dit ce qui peut apparaître aussi comme une banalité, c'est-à-dire qu'il compare ce qui s'est passé en Algérie et notamment la destruction et le massacre de villages par dizaines à ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire également une opération punitive, mais celle-là faite par les nazis. Et alors que la comparaison fasse polémique, toi tu nous diras un peu ce que tu en penses, mais se passe cette chose qui rappelle d'autres décennies, c'est-à-dire qu'immédiatement se pose la question de la censure. Donc je voulais savoir ce que toi t'as inspiré cette affaire au regard de la manière dont on parle et dont on traite l'histoire de la guerre d'Algérie en France depuis le début. Oui, alors, il se trouve que j'ai découvert, moi, cette polémique autour des propos d'Apathy en rentrant précisément d'une enquête sur un massacre qu'a commis l'armée française en 1956 dans trois villages de Kabylie. J'étais parti avec une journaliste belge et algérienne qui s'appelle Safia Kessas pour interroger des témoins donc sur un massacre prémédité. Les militaires avaient une liste de gens à assassiner en représailles collectives euh, parce que les villageois étaient soupçonnés d'aider, de soutenir, ou de ne pas dénoncer les maquisards du FLN de la LN qui étaient très nombreux à ce moment-là dans ces montagnes de Kabylie. Voilà. Et donc, à peine rentré d'avoir baigné dans cette histoire, je découvre donc que de dire que la France a commis des crimes comparables à ceux d'Oradour-sur-Glane en Algérie faisait scandale chez certains. Alors, bon, pour un historien,
cette comparaison, elle est, enfin en tout cas pour moi, elle est absolument fondée, évidemment. Et ce qui est le plus remarquable, bien sûr, ce sont les réactions d'indignation plus ou moins sincères, qui sont peut-être encore plus graves si elles sont sincères, puisqu'elles dénotent d'une ignorance et un mépris pour cette histoire qui est, bon, qu'on ne découvre pas aujourd'hui, en tout cas pas moi, mais qui éclate au grand jour, quoi, hein, voilà. Et puis là, je viens d'apprendre que un film qu'un ami historien, auquel un ami historien a participé, qui révèle vraiment au grand public l'utilisation, enfin, un autre crime de guerre de l'armée française en Algérie, qui est l'utilisation de gaz toxiques comparables à ceux qu'on utilisait dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, ont, euh, ont été utilisés à très grande échelle, de 1959 à 1962, à des milliers de reprises, pour asphyxier des maquisards et aussi des civils, des villageois qui s'étaient réfugiés dans les très nombreuses grottes qu'on trouve, par exemple, en Kabylie ou dans les Aurès. Et que alors, pardon, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais ce film était programmé pour le 16 mars, donc à venir, par France 5, et on a appris aujourd'hui qu'il était déprogrammé. Voilà. Alors c'est aussi assez amusant pour un historien, alors qu'il est déjà passé en Suisse, puisqu'il était aussi coproduit par la télé suisse, ce qui rappelle l'époque où un éditeur de Lausanne, Niels Anderson, éditait les livres interdits en France aux éditions de Minuit. Bon, voilà. Alors, il se trouve que la justification de France Télévisions, c'est qu'ils remanient leur soirée pour parler de l'Ukraine. Bon, admettons. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de date de reprogrammation, ce qui est quand même assez problématique. Donc voilà, donc il y a tout un contexte. Voilà. Alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'apogée c'est ce que nous dit cette flambée médiatique là autour d'Apathie, c'est qu'on est à l'apogée d'une régression sur cette question qui a commencé au début des années 2000 et qui s'est en particulier installée avec Sarkozy, avec l'invention du concept de repentance pour bloquer un mouvement, pour une exigence de vérité faire jour dans les années 80 et 90 en France, autour notamment de l'histoire du 17 octobre 61, du massacre des manifestants algériens, et de la torture. Et on voit bien qu'aujourd'hui, alors avec l'extrême droitisation, la montée du racisme et de l'islamophobie, euh, on est moins capable qu'à l'époque d'avancer sur ces questions. Voilà. Je ne vais pas faire un long tunnel là-dessus, je pourrais en parler longtemps. Bah Et justement, on va peut-être revenir sur le début, parce que je crois qu'il y a une idée toute faite, mais qui traverse beaucoup de générations quand on découvre notre histoire ou quand des gens la découvrent, c'est qu'on a l'impression que c'est la première fois, notamment la torture et Jean-Marie Le Pen, puisque c'est le sujet de ton livre, que c'est la première fois que la vérité éclate au grand jour, alors qu'en fait cette histoire-là, elle est, comme tu le montres dans ton ouvrage, affaire d'amnésie provoquée, puis de retour de la mémoire, puis de nouvelles amnésies provoquées. Et donc j'aimerais bien qu'on revienne finalement sur le début, c'est-à-dire pendant et juste après la guerre d'Algérie, comment un jeune militaire d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, ne va pas forcément cacher qu'il a torturé, va appeler ça d'une manière ou d'une autre et va le décrire, et comment finalement il va finir par lui-même attaquer des gens qui reprennent ses propres propos. Et au-delà de Jean-Marie Le Pen, un petit peu quelle est l'ambiance à la fin de la guerre d'Algérie, donc quand l'Algérie obtient son indépendance, et puis dans les années qui suivent. oui, alors, bon, Jean-Marie Le Pen, il a torturé donc, durant les 3 premiers mois de 1957 à Alger, et il faut bien répéter et insister sur le fait qu'il n'est qu'un tortionnaire parmi beaucoup d'autres, et qu'il est même un petit tortionnaire, puisqu'il est resté 2 mois et demi, il n'a pas joué un rôle important dans la guerre, dans le déroulement de ce qu'on appelle la bataille d'Alger, etc. Mais il est déjà donc député du 5e arrondissement de Paris, dans le mouvement poujadiste,
Il est farouchement anticommuniste, colonialiste, nationaliste, et avec d'autres de ses copains du même acabit, il s'est déjà engagé auparavant dans une autre guerre coloniale en Indochine, qui, comme on le sait, a été perdue sèchement par la France. Donc en fin 56, il décide de remettre ça en allant faire cette espèce de tourisme sous l'uniforme euh, qui consiste à aller s'engager, signer un contrat de 6 mois avec un régiment d'élite, comme on le qualifiait, le premier régiment étranger parachutiste, pour aller donc. Alors il se trouve qu'il arrive probablement par hasard à quelques jours avant que le gouvernement socialiste de l'époque et le gouvernement de Guy Mollet ne donnent tous les pouvoirs à l'armée, parce que l'armée lui a promis cette chose folle d'arriver à éradiquer complètement le nationalisme dans la ville vitrine de l'Algérie française, hein, et que ce pouvoir socialiste est prêt à abandonner tout contrôle légal sur les activités de l'armée. Donc on donne ce qu'on appelle les pouvoirs de police au général Massu, et Le Pen se trouve, après quelques jours de présence en Algérie, donc impliqué dans ce que les historiens préfèrent appeler, plutôt que bataille d'Alger, la grande répression d'Alger. Et là, donc, il y a des témoignages nombreux et très circonstanciés qui le disent, et pas seulement des témoignages d'Algériens. Il torture, donc en utilisant des méthodes qui sont déjà normées dans l'armée française, essentiellement la torture à l'électricité et à l'eau. Il torture pour avoir l'adresse de quelqu'un, pour savoir où. Voilà, en général, c'est ça, hein, pour savoir où se trouve un tel. Bon, il torture même à domicile. Je ne rentre pas dans le détail des témoignages tout de suite, mais voilà. Et dès son retour en France, il fait constamment l'apologie de la torture, comme on la faisait fréquemment à cette époque-là, hein, en expliquant que c'était le seul moyen. Donc c'est tout le scénario de la bombe à retardement. C'est une fable qu'on a inventée pour justifier la première guerre contre le terrorisme, hein, finalement. C'est-à-dire que torturer, c'était indispensable. C'était pas bien, mais c'était indispensable pour éviter que des bombes prêtes à exploser ne le fassent, ce qui ne s'est jamais produit en réalité, hein. Ils n'ont jamais été capables de citer le moindre exemple où ça s'est produit. Bref, la torture, en réalité, c'est un élément dans tout un système de terreur qui est basé d'ailleurs d'abord sur la disparition forcée. On enlève les gens. Le droit qu'ont obtenu les militaires du gouvernement français, c'est d'enlever les gens, de les déclarer suspects, de les enlever, de les interroger sans témoin dans des lieux qui ne sont même pas déclarés comme des centres d'interrogatoire, et, d'en faire ce qu'ils en veulent, alors y compris donc les torturer, y compris pratiquer des exécutions sommaires, parce qu'ils estiment qu'ils doivent faire ce qu'ils appellent une justice parallèle, parce que la justice qui condamne pourtant à tour de bras à mort à ce moment-là, à leurs yeux, n'est pas assez féroce. Voilà. Donc, il est, euh, il est là-dedans. Et donc, alors, pardon, il fait cette apologie en maintenant l'ambiguïté sur sa participation personnelle, hein. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que, selon la loi française, la torture reste un crime, hein, même si elle est couverte par le gouvernement, elle reste un crime, et que rien ne dit que le pouvoir politique pouvant changer, ces militaires qui ont participé à cette terreur ne soient pas un jour devant un tribunal. Bon, alors ça ne se produira pas puisque De Gaulle va voter l'amnistie, on en reparlera, mais et c'est donc une fois l'amnistie votée en 62 qu'il déclare au journal Combat en juin 62, me semble-t-il, ou quelques semaines après l'amnistie, qu'il a lui-même torturé. Donc il l'a avoué, hein, il l'a même revendiqué. D'ailleurs, la première accusation portée contre lui, elle vient du FLN, elle vient d'une publication clandestine qui s'appelait Résistance algérienne, dès la fin de 57 ou l'été 57. Le FLN a bien enregistré que ce type-là était député, hein, et elle publie un premier article dans Résistance algérienne où elle décrit les tortures abominables subies par un Algérien dont le nom m'échappe à l'instant, mais dans la villa où Le Pen cantonnait à Alger, la villa Les Roses à Elbiard. Et ce texte est repris donc à Lausanne par l'éditeur dont je parlais tout à l'heure, Niels Anderson, dans un bouquin qui s'appelle La Pacification. Voilà. Donc les premiers écrits arrivent vite. Et puis, euh, parmi les autres documents accablants, on trouve en 62, Pierre Vidal-Naquet notamment, le comité Audin publie
des plaintes, un rapport de police du commissaire principal d'Alger, euh, qui a enregistré, chose peu commune, hein, des plaintes d'Algériens contre Jean-Marie Le Pen. Il y en a deux. Il y en a un qui a été torturé parce qu'il refusait de l'ouvrir le bar de l'hôtel Albert Ier à Alger à 3 heures du matin. Il l'a emmené à la villa Cézini pour le torturer. Et l'autre, qui était censé lui donner une information qu'il ne lui a pas donnée. Bien. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on a en 62. Hein. Et à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen, c'est personne. Il est encore un peu député de temps en temps, mais c'est pas du tout le personnage qu'il va devenir à partir des années 80. Et puis, en France, tout est fait donc pour qu'on ne parle plus de la guerre d'indépendance algérienne, avec notamment donc cette amnistie qui interdit à la justice française de revenir sur quelques crimes ou délits commis par un agent de l'État français en relation avec ce qu'on appelait les événements d'Algérie. Donc ça, c'est un facteur d'oubli actif particulièrement fort, hein, puisque les procès de ce type, par exemple, quand ils concernent le procès Papon, le procès Touvier, etc., ont été des vecteurs d'informations énormes dans l'opinion. Ça ne se produira quasiment jamais à propos de l'Algérie, du fait de cette amnistie. Puis deuxième verrou qu'on impose très vite, c'est qu'on rend les archives, notamment de l'armée, mais pas seulement de l'armée, à peu près incommunicables aux citoyens et aux chercheurs, pendant très longtemps. Donc voilà. Et puis, il y a une volonté, un consensus dans tous les principaux partis politiques français, pas seulement à l'extrême droite, hein, Voilà, c'est ce que je voulais te chez les demander sur cette socialistes, amnistie. C'est... chez les gaullistes, Mm. pour ne plus revenir sur cette affaire dans laquelle ils ont tous trempé, à des titres divers, mais ils ont tous trempé. Et aucun n'a intérêt à ce qu'on revienne là-dessus. Voilà. Et alors, pour faire le pont avec ce que je disais tout à l'heure, c'est dans les années 80, donc les premiers mouvements antiracistes autonomes, au moment de la marche pour l'égalité contre le racisme, qu'il y a des retours à la mémoire comme ça de la sale guerre. Quoi. Alors, à propos du 17 octobre 61, puis après pour la torture. Mais pour ce qui concerne Le Pen, ça commence à peu près en même temps. Hein, c'est quand même assez troublant. C'est-à-dire que c'est quand il est candidat aux européennes en 84 que des journalistes de gauche français inquiets de la montée du Front National euh, se mettent à aller fouiller son passé. C'est la rançon de sa gloire. Hein. Pour les autres tortionnaires, ils sont tous morts dans leur lit sans avoir jamais eu le moindre problème. On a rarement rappelé leurs crimes parce qu'ils ne sont pas devenus Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen, lui, il prétend aux plus hautes fonctions. Et donc on va à Alger et on rencontre sans peine des gens qu'on aurait pu rencontrer bien avant, qui ont été souvent les victimes directes de Le Pen ou des témoins, et ça commence à sortir dans la presse, dans le Canard enchaîné, dans Libération, voilà. Et là, Le Pen se met à attaquer systématiquement en diffamation, avec la quasi-certitude de gagner. Alors ça paraît incroyable, mais il faut savoir que les faits étant amnistiés, il sait que la justice n'aura jamais à se prononcer sur les faits dont il est question. Ce qu'on va juger, c'est la bonne foi, la modération, le sérieux de ceux qui l'accusent. Hein, alors c'est très ambigu en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est comme ça. Et de fait, il gagne ses premiers procès en grand nombre, hein, contre toutes sortes de médias, de personnalités, jusqu'à la fin des années 90. Pendant cette période-là, la justice entend reçoit ces arguties sur le fait que ce dont on parle, c'est pas vraiment de la torture, c'est de la torture, ce sont des interrogatoires un peu brusques, un peu forcés, un peu durs, mais ça ne mérite pas le nom de torture. Bon, alors ça, la justice va arrêter de l'entendre à la fin des années 90 et il va perdre sèchement trois procès en diffamation. L'un contre Pierre Vidal-Naquet, justement, l'autre contre Michel Rocard, et le troisième contre le journal Le Monde, qui est en plein, à ce moment-là, avec Florence Baugé, euh, est en pleine campagne d'enquête sur le phénomène de la torture. Moi, je voudrais revenir sur un petit point. Tu as parlé de première guerre contre le terrorisme. Et c'est un sujet qui est assez rarement évoqué en France, celui de Guantanamo. Est-ce que tu penses qu'il y a malgré tout une filiation française
dans l'inspiration qu'il va y avoir plus tard aux États-Unis par rapport notamment à ce qui s'est passé en Afghanistan. Est-ce que tu penses que dans la construction finalement de la légitimation de la torture et de ses méthodes, la France a pu jouer un rôle auprès d'autres puissances plus grandes qu'elle? Elle en a joué un pardon, qui est même très bien documenté, puisque si on lit par exemple le bouquin de Marie-Monique Robin qui s'appelle Escadron de la mort, l'école française, on découvre que nombre des officiers qui étaient autour du général Massude, qui étaient des officiers idéologues qui avaient conçu ce qu'ils appelaient la doctrine de la guerre révolutionnaire, comprendre contre-insurrectionnelle, sont allés enseigner, ils sont allés physiquement donner des cours pour enseigner la méthode. Alors d'abord dans les dictatures d'Amérique latine, en Argentine, au Brésil, à Fort Bragg aux États-Unis auprès de l'armée américaine, et qu'ensuite la légende parachutiste de la bataille d'Alger euh, a essaimé dans le monde entier. Alors par des vecteurs assez étonnants. Par exemple, il y a un type qui écrivait des romans de gare à la gloire des parachutistes, notamment un qui s'appelle Les Centurions, qui s'appelait Jean Lartegui, qui était lui-même un ancien parachutiste. Ces romans-là ont été vendus par millions, ils ont été traduits dans toutes les langues, ils étaient même la Bible. Hein, il y a un chercheur qui s'appelle Jérémy Rubenstein qui l'a établi. Ce bouquin, ce sont des romans, hein, qui mettent en scène Bijard sous un pseudo, etc., sont devenus les Bibles des militaires argentins, par exemple. Hein. Voilà. Bon. Et puis, le scénario de la bombe à retardement, cette fable perverse de justification de la torture, eh bien, on le retrouve exactement dans les débats autour de la torture à Abu Ghraib ou à Guantanamo. Hein. Alors, voilà, donc c'est bien une matrice. Alors, est-ce que c'est une invention française? C'est un peu, il faudrait étendre les recherches là-dessus, mais en tout cas, sans aucun doute, c'est une matrice d'un phénomène mondial, donc de la justification de la torture dans la guerre contre le terrorisme qui a fait la fortune qu'on sait. Alors on va revenir sur Jean-Marie Le Pen et justement sur le débat français et le débat international au temps de la victoire de toutes les extrêmes droites. Moi je me souviens parfaitement, bien que j'ai été jeune, du scandale qu'ont pu être, ce qui n'était pas des révélations, mais ce moment où on apprend quand même des choses très précises sur le rôle physique qu'a joué un dirigeant d'extrême droite. Quel a été ton sentiment quand Jean-Marie Le Pen est mort et qu'on ne peut pas dire que le débat ait eu lieu dans les mêmes termes, ni même que cette question-là ait été finalement très contredite ou abordée quand il y a eu des hommages qui venaient d'un peu partout finalement. Oui, c'est même un aspect des choses qui a été très souvent complètement occulté. Hein. Alors, bah, ça, c'est le résultat de 20 années de l'eupénisation généralisée en France, hein, que certains appellent la dédiabolisation du FN devenu RN, mais en réalité, moi je parle de l'eupénisation qui est tellement étendue qu'elle a produit, par exemple, ce qui m'a poussé à écrire ce bouquin. Moi, je sais pas enfin, je ne connais pas ton âge, mais moi, je suis de la génération aussi qui a lu et connu les révélations dans la presse dans les années 80, dans les années 2000, et pour moi, jusqu'à ce que j'entende une émission de France Inter produite par Philippe Collin sur Le Pen, l'idée de perdre du temps de passer du temps à travailler là-dessus, sur Le Pen et la torture, ne me serait jamais venue. Or, on a pu entendre dans une émission à très grande audience que Jean-Marie Le Pen n'avait sans doute pas torturé en Algérie, dans la bouche de Philippe Collin, qui ensuite, malgré le mea culpa de Benjamin Stora, qui avait fait une erreur factuelle à l'origine de ça, a continué à s'empêtrer là-dedans en disant ah mais on n'a pas de preuves. C'est-à-dire on n'a pas de preuves, ça veut dire les témoignages des Algériens, poubelle. Hein, c'est exactement Oui. ça que ça veut dire. On n'a pas de preuves, bon, bah non. On n'a pas effectivement de film montrant Jean-Marie Le Pen en train d'actionner la GGN, c'est peut-être la seule preuve qui lui suffirait. D'ailleurs, pour continuer sur Philippe Collin, il a fini par corriger correctement son podcast, enfin correctement, par dire que Le Pen avait torturé, mais pas du tout en prenant en compte mes modestes travaux ou bien les témoignages des Algériens, mais en, en, par le fait que Le Pen a déclaré au Monde en 2019, on ne l'a appris qu'après sa mort,
a à nouveau dit j'ai torturé. Alors c'est la parole de Le Pen qui a paru suffisante, nécessaire et suffisante à Philippe Collin pour finir au bout de 3 ans dans la troisième correction de ton podcast à dire qu'il avait torturé. C'est très révélateur. Hein. Alors déjà d'une difficulté extrême qui est loin d'être seulement de celle de Philippe Collin, euh, de prendre en compte, de prendre au sérieux la parole des Algériens dans l'histoire de la guerre d'indépendance ou de la colonisation. C'est toujours aujourd'hui quelque chose comme une sorte d'intelligence avec l'ennemi pour certains. Hein. Alors que quand on fait l'histoire d'autres crimes qui ont été niés, dissimulés par des États, on a recours toujours au témoignage des victimes pour évidemment. Oui. reconstituer les faits, parce que dans les archives de ces États, par définition, on ne trouve quasiment rien. Donc, quand on fait l'histoire du génocide des Arméniens, pour prendre un exemple, on n'a pas beaucoup de choses dans les archives turques. En revanche, on a des récits qui ont permis aux historiens de reconstituer les faits. Bon. Quand il s'agit de l'Algérie, la parole algérienne, elle est, chez beaucoup, euh, disqualifiée a priori, hein, comme étant fabulation, propagande, etc. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Moi, je travaille avec Malik Aral à un projet qu'on appelle Mille autres sur les disparus, qui est un site internet, mileautres.org, qui consiste justement à lancer on a lancé un appel à témoignages de gens pour qu'ils nous disent ce que sont devenus un certain nombre de personnes de leur famille dont on a trouvé la preuve dans les archives qu'ils ont été enlevés par l'armée française. Et, euh, et là, on s'aperçoit, alors c'est tard, hein, on aurait dû faire ce travail bien avant. Malheureusement, y compris chez les historiens, ça n'a pas été fait pendant très longtemps, que d'aller recueillir la parole des gens. Je ne parle pas de la parole officielle, gouvernementale, qui peut être effectivement propagandiste, qui peut... non. Mais quand on va en Algérie, dans toutes les maisons, on entend des récits de gens qui ont vécu encore. Beaucoup sont encore vivants, mais pas tous. Hein. Voilà, il commence à être tard. Donc c'est ça, faire l'histoire du temps présent, c'est aller voir les gens quand ils sont encore... les gens qui ont vécu des événements quand ils sont encore vivants. Bref, donc... alors à propos de Le Pen, ben voilà, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais bon sang, voilà, le résultat final de la lepénisation, c'est qu'on en vient à effacer des choses qui étaient considérées. Hein. Pierre Vidal-Naquet, quand même, qui n'est pas n'importe Mm. qui, passait son temps à dire ce serait diffamer Jean-Marie Le Pen que de ne pas le traiter de tortionnaire. Bon, en dehors de la fachosphère, il n'y avait plus grand monde qui niait ces choses-là il y a une époque. Hein. Et on en revient toujours au thème de la régression. Aujourd'hui, il a fallu batailler. Et mon bouquin, qui est quand même dans lequel je réunis quand même pour la première fois l'ensemble du dossier. Jusque-là, il y avait des choses éparses dans les archives de la presse, dans les archives tout court. C'est la première fois que tout ça est rassemblé et contextualisé, parce que je connais quand même bien les événements à Alger en 57. Il a eu un écho, j'aurais pu faire d'avance la liste des médias qui allaient en parler, hein, c'est toujours les mêmes. C'est en général ceux qui, quand ils existaient, condamnaient déjà la torture pendant la guerre d'indépendance. Ça n'a guère changé, quoi. Hein, voilà. Bon, à part quelques petites surprises, mais voilà, voilà. Oui, j'ai été assez marquée par ce silence, alors que Jean-Marie Le Pen, par ailleurs, est quand même une personnalité médiatique et politique qui fascine toutes les générations, même celles qui n'ont pas connu sa triste et grandeur de gloire. Ça s'inscrit dans le contexte de nos années. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne à un contexte différent. Une période justement de croisement des mémoires, c'est-à-dire à la fois plein de choses qui explosent par rapport à la mémoire de la Shoah et du rôle joué par la France dans l'extermination des Juifs d'Europe, et puis en même temps la mémoire du 17 octobre qui revient, et au milieu de tout ça, des grands procès, et notamment le procès Papon, dont beaucoup de gens ne savent pas pourquoi il va être, enfin justement à cause de l'amnistie, il va être une des occasions où enfin le sujet du massacre du 17 octobre va pouvoir aussi être évoqué à côté de ce que le préfet a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc si tu peux peut-être revenir sur ce moment Oui. où les mémoires se croisent assez naturellement finalement sans provoquer les polémiques qu'elles provoquent immédiatement aujourd'hui. Oui, en effet, j'ai écrit un petit peu là-dessus dans Ici on noya les Algériens. Alors,
effectivement, le procès Papon, c'est un moment tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là, puisque on a un type qui est jugé pour sa complicité dans la déportation de 1600 et quelques juifs de Gironde à Drancy puis à Auschwitz, pas du tout pour des histoires d'Algérie, hein, alors qu'il a été donc préfet euh, de police, enfin préfet IGAM, comme on disait, c'est-à-dire super-préfet de la région de Constantine euh, en Algérie, puis préfet de police de Paris pendant la guerre d'Algérie également. Voilà, donc, et là, l'Algérie fait irruption littéralement dans ce procès, puisque on voit arriver à la barre, au moment où, où le tribunal étudie ce qu'on appelle le curriculum vitae de l'accusé, donc sa vie, sa carrière, on voit arriver un type qui s'appelle Jean-Luc Einaudi, qui est éducateur à la PJJ de son métier, mais qui a écrit quelques années auparavant un livre dans lequel il a pour la première fois reconstitué le massacre des manifestants et manifestantes algériens et algériennes à Paris le 17 octobre 1961 et les jours suivants. Et alors qu'est-ce qu'il fait là, Jean-Luc Einaudi? Il est là, c'est très intéressant parce que une partie civile juive qui s'appelait j'ai un trou, Levinsky, me semble-t-il, excusez-moi, j'ai un trou, et puis l'avocat du MRAP, dont j'ai oublié le nom également, sont allés le voir en lui disant, voilà, euh, les Algériens ne doivent pas être oubliés dans la carrière de Papon, il faut que les deux faces de Papon soient réunies, même s'il ne pourra pas être condamné pour ce qu'il a fait du fait de l'amnistie, hein, notamment euh, en Algérie ou à Paris. Il faut absolument que les Algériens ne soient pas oubliés. Et donc, on a une déposition qui est le premier événement du procès Papon. Je rappelle que c'est un procès qui est en audiovision, hein, c'est un procès vraiment avec un écho considérable, qui, pendant 2 heures, raconte les massacres du 17 octobre 61 à Paris. Voilà. Et donc ça a un effet de savoir, quoi, puisque il se trouve qu'il dépose Jean-Luc Einaudi le 16 octobre 1997 à la cour d'assises de Bordeaux, et c'est donc la veille du 17 octobre, et le 17 octobre, tous les médias font des tartines sur ce crime oublié, occulté, etc. Et voilà, et c'est comme ça que c'est vraiment parti dans l'opinion. Voilà. Donc effectivement, il y a un lien très fort. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit le premier, ça. Par exemple, le discours de Chirac sur la complicité de Vichy dans la Shoah, cette chose qui a mis si longtemps à être Mm. avouable. Le discours de 95 de Chirac, il a un effet de stimulation sur d'autres exigences de vérité sur l'histoire de France, et notamment sur celle-là, quoi, hein. Et donc, dans les années 80 et 90, pardon, elles sont vraiment des années où on voit émerger, alors dans certains secteurs de la société française, et en particulier dans la jeunesse immigrée ou d'origine immigrée, euh, mais au-delà également, dans les mouvements antiracistes, on voit pointer une exigence de vérité sur la guerre coloniale d'Algérie. Et puis il y a un deuxième moment juste après, c'est le début des années 2000, avec le travail considérable que fait Le Monde, dont à ce moment-là, c'est Edoui Plenel est le directeur de la rédaction, avec la journaliste Florence Baugé, qui fait toute une série de... Elle va enquêter pendant 5 ans sur cette affaire, hein, de torture. Elle va multiplier les enquêtes, les scoops, et en allant, elle aussi, faire un travail, euh, le travail d'aller voir les témoins en Algérie, hein. Et ça, c'est très important. Et j'indique d'ailleurs son livre formidable qui s'appelle Algérie, une guerre sans gloire, reparaît, puisqu'il était épuisé et que son éditeur refusait de le rééditer, au Passager clandestin, avec une préface de Malik Aral et de moi-même. Voilà. Et donc, voilà. Alors, et moi, l'analyse que je fais, c'est qu'ensuite, il y a un backlash. C'est-à-dire que le front nationaliste, qu'il soit d'extrême droite, de droite ou même de gauche, avec Chevènement, par exemple, à l'époque, euh, provoque un retour de bâton
et tentent de refermer toutes les portes. Et c'est le moment où des essayistes d'extrême droite inventent le concept de repentance, qui est censé donc stigmatiser toute tentative d'histoire critique de l'histoire de France, pas seulement de l'histoire coloniale, hein. Il ne faut pas faire de repentance, et ça devient une doctrine d'État. Sarkozy en fait une doctrine d'État. Et aujourd'hui encore, quand on lit les communiqués de Macron, qui a pris un certain nombre d'initiatives mémorielles relatives à l'Algérie, ça commence toujours par nous n'allons pas faire de repentance. Et donc, avec ça, on détourne complètement la problématique, parce qu'en réalité, personne en Algérie ou en France ne demande de repentance. Ce qu'on demande simplement, c'est que la France reconnaisse enfin la vérité, pas seulement de la torture ou de telle ou telle chose, mais la vérité du colonialisme, ce qu'elle n'a toujours pas fait et qu'elle semble moins capable de faire aujourd'hui que jamais, voir la polémique apathie. Hein, c'est très simple en réalité. Quand on voit, par exemple, récemment, Macron a fait comme pour s'excuser de son rapprochement avec le Maroc sur le Sahara occidental, il a pris une initiative concernant le grand chef du FLN, Larbi Ben Midi. Mm. Quand on lit son communiqué avec attention, alors il reconnaît quelque chose que tout le monde sait, que Paulo Sarès a avoué depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a pendu et qu'il ne s'est pas suicidé, comme on l'a prétendu. Euh, alors, d'une part, le seul coupable, c'est le méchant Paulo Sarès, qui est effectivement très méchant, qui a avoué des crimes, qui a été condamné pour apologie de ces crimes et non pas pour les avoir commis, du fait de l'amnistie. On lit que Ben Midi ait été coupable ou innocent, nous reconnaissons ce qu'il a été assassiné. Qu'il ait été coupable ou innocent, ça veut dire qu'on ne sait toujours pas dire si oui ou non, quelque chose de vraiment très, très simple, oui ou non, ceux qui se sont battus pour se libérer de la colonisation étaient dans leurs droits ou pas. C'est quand même quelque chose d'assez évident. Eh bien ça, c'est toujours quelque chose d'impossible à dire, et je répète, de moins en moins possible à dire en France actuellement, contrairement, semble-t-il, à Pierre Vidal-Naquet, en 2000, il disait, ça y est, les temps sont mûrs, on va enfin pouvoir dire les choses, et en fait, depuis, on a régressé. Oui, on régresse tous les jours, mais ça, c'est une illusion qu'on a eue. Et en pensant que les contestations, parce qu'il y a toujours eu des contestations, notamment de l'armée, qui ont toujours, enfin, d'anciens militaires qui sont très actifs et qui ont toujours tenté d'interdire des colloques, des commémorations. Mais effectivement, on ne s'attendait pas à ce qui s'est passé, par exemple, l'an dernier, où la commémoration parisienne du 17 octobre a été interdite par le préfet de police en même temps que les manifestations palestines. On a été vraiment dans ce moment-là où les deux ont été liés et où je pense tous les issus de l'immigration algérienne qui n'avaient jamais pensé revivre ce qu'avaient vécu leurs grands-parents, l'état d'urgence, les interdictions de manifs et tout ça, se sont posés des drôles de questions. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le lien entre la Deuxième Guerre mondiale, le rôle de la France et la période coloniale ensuite, puisque moi, ça m'a fait disons, sourire, parce qu'on en a à sourire, toute cette histoire sur Apathie, qui compare à Oradour-sur-Glane, à cause d'un objet, qui est un objet symbole, le poignard, qui a servi de preuve pour montrer l'implication de Jean-Marie Le Pen dans la torture de certaines personnes précises. Et ce poignard, qui est souvent appelé le poignard nazi, qui montre que quand même, dans l'armée française, il y avait apparemment plein de gens qui, eux, revendiquaient ouvertement l'affiliation avec Vichy et évidemment avec le nazisme. Et alors d'abord que tu nous parles de cet objet qui est quand même qui a l'air romanesque et un peu invraisemblable tellement c'est caricatural. Et puis aussi que tu nous dises euh, si tu penses que l'épuration qui n'aurait pas été faite à la fin de la Seconde Guerre mondiale a conduit finalement en Algérie et ailleurs à ce que l'histoire de Vichy, en tout cas dans l'usage de la torture et dans les crimes de guerre et même les crimes contre l'humanité, puisse se perpétuer dans les années 50 et 60. Hmm. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, pour tout savoir sur l'histoire de ce poignard, il faut lire vraiment le bouquin de Florence Baugé dont je parlais tout à l'heure, parce qu'elle raconte, parce que c'est elle qui joue un. Bon, il avait été déjà vu par Lionel Duroy de Libération dans les 84, mais elle, non seulement elle le refait connaître dans le monde plus largement,
Ensuite, elle l'amène en France et il est produit dans un procès en diffamation que perd Le Pen contre elle. À la stupéfaction du tribunal, elle a réussi à lui faire traverser la Méditerranée, ce qui n'était pas simple. Elle raconte tout ça de façon tout à fait passionnante et émouvante. Bon, alors ce poignard, euh, alors Le Pen a dit, mais enfin, qu'est-ce que je pourrais faire avec un poignard nazi, etc. Ce poignard des jeunesses hitlériennes, il peut très bien lui avoir été offert par l'un de ses hommes, parce que dans la Légion française, en 1945, on incorpore de force ou pas des milliers d'anciens soldats allemands et d'anciens Waffen-SS. Et dans le premier régiment étranger parachutiste, il y avait une très forte proportion, je ne sais pas laquelle exactement, mais c'est sûr qu'elle était très forte, d'anciens Waffen-SS, dont certains se sont fait connaître à la Villa Cézini, l'homme à tout faire, c'est-à-dire l'homme le bourreau de la Villa Cézini principale, c'était un ancien nazi. Voilà, il y en a d'autres qui sont mentionnés par des victimes. Et donc voilà, c'est l'origine du poignard, elle est simple. Mais pour en revenir à cette histoire de colonialisme et de nazisme, Apathy, dans l'émission, il dit quand même quelque chose d'assez fort et juste. Quelqu'un lui dit ah, comment on a fait comme les nazis en Algérie. Et il dit mais on n'a pas fait. Il parle de la conquête de l'Algérie. Il répond mais les nazis pendant la conquête ils n'existaient pas, c'est les nazis qui ont fait comme nous. Alors, c'est évidemment dit sommairement, mais il y a des travaux qui montrent bien que euh, dans les pratiques, dans un certain nombre de pratiques nazies, je crois que il y a Hannah Arendt qui commence à écrire, qui est une des premières à écrire là-dessus, les nazis alors, je sais pas comment, quel mot utiliser, on se sont inspirés des pratiques qui avaient cours dans les colonies allemandes, notamment lors du génocide des Herero et des Damas. Pardon. Euh, et donc, il se trouve que quand, pendant la guerre d'indépendance algérienne, on va découvrir que l'armée française torture, on va dire, ah là là, il y a une Gestapo française. Mais en réalité, la torture dans les colonies, elle existait depuis 1830 en Algérie. Dans les années 50, il y a deux rapports qui sont officiels, qui ne sont jamais publiés, hein, enfin qui ont été publiés par Pierre Vidal-Naquet après, mais deux rapports officiels qui sont remis au gouvernement qui démontrent, enfin, qui documentent très largement le fait que la torture des suspects est routinière dans les commissariats d'Algérie. C'est une routine. Et les flics disent, mais il n'y a pas d'autre méthode, on ne peut pas utiliser d'autres méthodes avec les Arabes, etc. Hein, c'est vraiment une coutume. Bon, ce qui se passe pendant la guerre d'indépendance algérienne à partir de 57, il y a un papier que je vais sortir dans Mediapart là, jeudi, c'est qu'on passe à l'échelle industrielle. Ça devient prôné, ça devient le cœur de l'action militaro-policière, la recherche du renseignement, et que les militaires ont carte blanche et qu'ils vont en faire un système qui va faire des dizaines de milliers de victimes, quoi, hein, entre 57 et 62. Bon, voilà. Mais alors, on a sorti à juste titre un beau document là sur les réseaux sociaux. On a trouvé une publication de francs-tireurs partisans de 1945 qui titre Des Oradours-sur-Glane en Algérie. C'est-à-dire qu'immédiatement, bah oui, c'est la seule référence qu'ont les gens qui découvrent les réalités coloniales à ce moment-là, c'est le nazisme. Et c'était une comparaison qui était fréquente, hein, bon, pas courante, mais que beaucoup ont fait, même avant la guerre d'indépendance algérienne. Hein. Claude Bourdet, en 51, je crois, a écrit un article en disant y a-t-il une Gestapo française en Algérie? Voilà. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, que j'ai un peu oublié là. Bah, si, ça y répond, hein. Ça, enfin, c'est comme toujours, c'est-à-dire que c'était une évidence et ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la filiation, elle est à la fois antérieure au nazisme, de la même manière que l'histoire du fascisme est là aussi des prémices en France au niveau théorique au 19e siècle. Donc il y a une filiation française des autres fascismes européens et il y a aussi une filiation très pratique et matérielle dans ce qui a pu se passer notamment au sein de l'armée française ou même aujourd'hui encore. Moi je l'ai découvert à propos
de Madame Florence Bergeau-Blaclair, la grande chercheuse, on va dire, entre guillemets, quand elle a été décorée de la Légion d'honneur. Je suis allée voir qui était le général à ses côtés. C'est un général qui est qui dit lui-même que sa référence, c'est son cousin, ou son oncle plutôt, qui était para en Algérie et qui a malheureusement péri dans un incendie déclenché par la résistance. Mais enfin, encore aujourd'hui, des grands militaires comme ça peuvent très bien assumer. C'est un monsieur qui a été commandant des armées. Il peut très bien assumer de dire, voilà, moi, ma référence, c'est l'Algérie et c'est la destruction du FLN. Donc voilà, et après, c'est ce moment où justement les deux histoires sont totalement disjointes par le discours actuel et la théorie du nouvel antisémitisme qui bloque immédiatement tout ce qui peut se passer sur l'histoire européenne, à la fois dans son rôle sur l'extermination des Juifs d'Europe et sur ce qui s'est passé ensuite en Algérie et ailleurs. Et justement, moi, je voulais t'interroger là-dessus. Qu'est-ce que tu as rencontré par le passé en termes de censure et de blocage dans ton travail de chercheur? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, notamment pour des jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions? Parce que finalement, apathie, c'est ce qu'on voit. Mais j'imagine que si on en est là dans les grands médias, évidemment, sur le terrain de la recherche, la censure ou les blocages doivent être aussi très importants. Écoute, moi personnellement, je n'ai jamais eu comment dire, à subir véritablement ce genre de choses. Alors bon, quand j'étais encore sur X, j'avais droit à ma ration quotidienne d'injures, traître à ta race, soumis, je sais pas quoi, bon, dhimmi, enfin bon, les trucs qui ont cours chez ces gens-là. Bon, cela dit, mes travaux, je les ai menés. Alors, bon, pour ce qui est de la recherche sur le colonialisme en général, le problème, c'est peut-être plutôt le peu de part qui est donné à cette recherche-là dans les universités françaises, à ma connaissance. Hein. Je ne suis pas dans le sérail, donc je ne peux pas en parler avec beaucoup d'expertise, mais voilà, je sais que, bon, on parle beaucoup des archives et des archives de l'armée française ou des archives de la guerre d'Algérie. Beaucoup aujourd'hui sont ouvertes. Hein, bon, pas toutes, mais il y a une énorme quantité d'archives et il n'y a pas beaucoup d'historiens pour les consulter. Hein, malheureusement. Alors, c'est évidemment aussi un problème, comment dire, politique, hein, mais voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de C'est l'histoire là où qui ne ça se fait coince. pas parce qu'il n'y a pas de crédit pour mettre Écoute, des oui, je étudiants pense dessus. que Ouais. voilà, c'est pas une priorité, c'est pas les carrières les plus comment dire, profitables quoi, sur la question coloniale. Hein. Euh, voilà. Euh, je sais plus, j'ai oublié ce que je voulais dire, pardon. Par rapport à l'éventuelle censure et par rapport à ce qui va suivre Oui, alors c'est dans plutôt les prochaines années. au niveau des médias que ça se passe, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on on a vraiment un blocage. Moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez rigolo. En 2022, c'était l'année donc du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. France Télévisions, France 2 m'a contacté pour faire un sujet au journal télévisé de 20 heures sur les disparus d'Alger en 57. Formidable. Donc, on m'envoie avec une équipe un caméraman, un preneur de son et une journaliste à Aix-en-Provence aux Archives nationales d'outre-mer. Je fais ouvrir les Archives nationales d'outre-mer tout un après-midi d'un jour férié pour que le tournage puisse se produire tranquillement. Les journalistes rentrent à Paris, moi chez moi à Besançon. Et le soir dit, ça devait être le 19 mars 2022, anniversaire des accords d'Évian, le sujet qui est passé, c'est un sujet sur les pieds noirs. Et le sujet est plus fort que ça. Le sujet sur les disparus, il n'est jamais. Il a été fait, payé, monté, mais il n'a jamais été diffusé. Et voilà. Alors c'est une petite anecdote, mais qui me paraît quand Non, même c'est très pas petit vu le significative. nombre de disparus. Tu as eu des Voilà, il y a vraiment justifications un ou... blocage.
Il y a un blocage. Alors, il y a quand même des petites avancées ici et là. On a pu voir quelques très bons documentaires. Celui qui a été dirigé par Raphaël Branche, là, qui était passé sur Arte. Euh, j'ai oublié son titre. Mais on entend beaucoup d'âneries. Et alors, dans la classe politique, médiatique, hein, c'est dans nos élites, entre guillemets, on entend une quantité d'âneries astronomiques avec la, le truc qui tue les historiens, c'est la théorie des torts partagés, quoi. Hein. L'armée française, elle a fait des choses pas belles, mais alors le FLN aussi. Bon, voilà. Et donc, voilà. Et c'est aussi le sens de ce que fait Macron, avec son goutte à goutte mémoriel, là, un truc de temps en temps, c'est de dépolitiser, de refroidir complètement cette histoire. On est au niveau de la compassion, parce que c'est vrai que la souffrance des Algériens, des Pieds Noirs, des Harkis, c'est de la souffrance humaine, et donc Oui. ça mérite de la compassion. Sauf que il n'est pas question de... Là, on est au niveau historico-politique, on est complètement à côté, quoi. Hein. Et donc, on vous dit, oui, oui, mais bon, il y a eu des violences des deux côtés. Comme si on ne pouvait pas faire comprendre que les deux violences ne sont pas du tout équivalentes en termes de moralement et politiquement, qu'il y a une. Hein, bon, je n'ai pas la peine de Mm. développer là-dessus, mais d'un côté, un État surpuissant qui mène une guerre pour empêcher un peuple de se libérer, et de l'autre, une violence d'un peuple à qui on n'a pas laissé d'autre choix que cette violence, hein, bon, pour aller vite. Moi, je Et voudrais ça, c'est. peut-être par rapport au discours, parce que tu as beaucoup parlé du FLN. Moi, j'ai beaucoup, et on a beaucoup travaillé hein, contre les négationnistes du génocide commis par les nazis et par Vichy. Il y a eu toutes ces questions de ce qu'on appelle la pénalisation du négationnisme, pas que en France d'ailleurs, dans d'autres pays aussi, et de ces infractions qui, bah oui, de fait, se fondent sur un délit d'opinion. Moi, je voudrais ton opinion sur bah, un délit qui est très, très, très utilisé, qui a été créé soi-disant pour lutter contre les propos de Dieudonné, hein, le premier procès emblématique pour apologie du terrorisme. Quand ça a été sorti des délits de presse, ça a été celui de Dieudonné, qu'on pouvait très bien poursuivre pour incitation à la haine. Et moi, je voudrais ton opinion sur ce délit-là, parce qu'actuellement, il s'applique de manière de plus en plus large en France à propos de la Palestine, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe au niveau des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui c'est plus simplement le fait de parler de manière positive ou vaguement positive de mouvements qui sont qualifiés en France de terroristes, de leurs actes, mais c'est aussi simplement le fait de parler de manière positive d'un personnage qui, par ailleurs, est accusé de terrorisme. Et moi, je voudrais, par exemple, ce qui s'est passé pour le procès d'Abdourahmane Redouane, qui a eu lieu hier, et ce qui a été dit très clairement, c'était que le simple fait de retweeter une bio d'un dirigeant du Hamas, puisque c'était ce dont il était question, bah, c'était comme applaudir tous les actes à caractère terroriste et non pas à caractère politique de ce dirigeant-là. Et moi, je voulais te demander ton sentiment d'historien là-dessus, parce que finalement, on finit par se demander, dans le contexte où en plus on lit Algérie et Palestine, ce qui va nous arriver dans 1 ou 2 ans, si on ose dire ce qu'on dit à toutes les commémorations du 17 octobre, vive le FLN. Donc je voulais avoir un peu ton sentiment sur ces délits-là qui finissent aussi par impacter plus seulement la parole publique, mais aussi plus largement la recherche, l'expression des chercheurs et tout ça. Oui, bah écoute, bon, moi j'ai constaté aussi, sans être aussi impliqué que toi, sans connaître aussi bien les choses que toi, mais j'ai constaté aussi donc ce que certains appellent un néo-maccarthisme à la française sur la question notamment palestinienne, avec effectivement, jusque dans l'université, hein, là on vient de voir aussi des étudiants de Sciences Po Exclu, oui. virés de leur école parce qu'ils ont osé soutenir la Palestine et contester un partenariat avec, si j'ai bien compris, une université israélienne. Enfin bon, il y a pléthore de... Voilà, moi j'ai connu plein de gens qui ont été convoqués par les flics sur la plainte de cette association ultra-sioniste dont j'ai oublié le nom. Oui, l'OJF, oui. Et Voilà, l'OJE et deux ou bon, trois autres. voilà, donc intimidation, condamnation, interdiction professionnelle, c'est particulièrement inquiétant et grave. On est bien, évidemment, je suis parfaitement d'accord. Et alors, on n'en est pas encore là
bon, il faut quand même peut-être aussi remettre à sa place l'importance de cette fachosphère qu'on entend quand même beaucoup, beaucoup. Alors, on l'entend beaucoup dans beaucoup de médias mainstream maintenant, c'est ça la grande nouveauté de ces dernières années quand même, mais sur les réseaux sociaux, il y a quand même en France, euh, dans la société française, des forces, même si elles n'ont pas forcément de débouchés politiques, il y a quand même des forces dans la société qui sont sur des positions, on va dire, décoloniales. On a pu le constater, par exemple, quand même au moment de ce qu'on a appelé la génération Adama en 2021. Hein, on a quand même vu des masses de gens, de jeunes en particulier, descendre dans la rue et en faisant des liens très, très explicitement entre l'héritage colonial, le racisme systémique aujourd'hui, l'islamophobie, etc. Bon, alors maintenant, si il n'y a plus il y a plus seulement Retailleau, mais Julien Audoul et je ne sais qui d'autre encore dans le gouvernement, on peut s'attendre à tout, c'est clair. Hein, c'est un des risques qu'on court si le RN arrive lui-même au pouvoir, si j'ose dire, lui-même parce il est déjà présent dans certains ministères. Mais bien sûr que c'est quelque chose qui peut se produire, c'est-à-dire qu'on criminalise dans un régime. Là, je veux dire, ce qui se passe aux États-Unis avec Trump nous a ouvert l'esprit et nous permet Oui, montre que ça peut aller très vite, oui. nous fait comprendre que tout peut aller à une vitesse complètement folle. Et ouais, on peut penser qu'il y a une criminalisation du décolonialisme. Alors, il y en a déjà une en particulier. Hein. Il y a déjà du harcèlement judiciaire, il y a déjà des résolutions votées, des projets de résolution proposés à l'Assemblée ou au Sénat qui sont déjà des choses de ce type-là. Hein. Bon. Euh, oui, c'est quelque chose qu'on peut craindre, effectivement. Et alors, pour ce qui est du lien entre le déni colonial français et le refus d'envisager, de regarder en face la situation coloniale qui est celle des Palestiniens ou celle des Kanaks, c'est clair, quoi. Hein, euh, ceux, qui, ceux qui nient les réalités coloniales en Algérie, les réalités passées, ce sont les mêmes que ceux qui refusent de les voir aujourd'hui en Palestine ou en Kanaki. On est dans la même logique. Hein. Alors pour finir, peut-être sur une perspective plus positive, admettons que la gauche gagne les élections, il faut qu'elle ait un programme avant. Il se trouve que dans l'histoire donc de la mémoire des génocides et des crimes contre l'humanité, il a été possible, malgré des législations nationales au départ très restrictives, et puis avec par exemple en Allemagne, hein, tout ce qui a été fait pour que d'anciens SS ne soient pas jugés, malgré tout, même encore aujourd'hui, on réussit à juger des nazis, notamment des gardiens de camps d'extermination. Est-ce que tu penses que toi, en tant qu'historien, ce serait possible à un moment de revendiquer que cette loi d'amnistie, elle saute au moins pour des faits extrêmement graves et qu'enfin, ne serait-ce que pour la vérité, c'est pas la question que les gens aillent en prison à 95 ans ou ce genre de choses, on n'est pas comme eux, mais de revendiquer qu'il y ait ces procès tant que ces personnes sont encore vivantes parce que ça va au-delà du crime de guerre et que c'est aussi du crime contre l'humanité. On est bien d'accord. Alors, tu disais dans l'hypothèse où la gauche arrive au pouvoir. Le problème, c'est que toute la gauche est loin d'être prête à faire ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà, Oui, par exemple, que tout le courant issu du Parti socialiste, mais aussi dans une certaine mesure, enfin, dans une beaucoup moindre mesure du Parti communiste, par exemple, ait fait l'inventaire de sa propre histoire colonialiste. Hein. La SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, elle est la force politique qui a la plus lourde responsabilité dans, par exemple, l'intensification de la terreur en Algérie, pour ne parler que de l'Algérie. Bon. Elle n'a jamais fait l'inventaire de tout ça. Hein. Donc il n'y a pas de réflexion, et on le voit sur le positionnement par rapport aux situations coloniales mm. présentes d'un grand nombre de socialistes. Hein. Bon, donc il faudrait déjà, donc c'est déjà pas, ça serait pas suffisant qu'elle arrive au pouvoir. Alors ensuite,
il y a eu des tentatives de contourner ou de faire sauter, enfin de contourner l'amnistie en essayant d'attaquer sur le terrain justement du crime contre l'humanité. Le problème, c'est qu'en France, ce qu'a signé la France dans les... Alors écoute, je n'ai pas révisé, donc j'ai oublié les dates, mais ce qu'a signé la France, c'est l'idée qu'en fait, en France, enfin, que les crimes coloniaux de la France ne peuvent pas, par définition, ils sont exclus du champ du crime contre l'humanité. Et ça, bon, voilà. Alors c'est très compliqué. J'essaye d'avoir un texte. Il se trouve qu'il y a eu un truc en Belgique qui est peut-être une brèche. Il y a quelques mois, des plaignantes qui avaient subi, alors je crois que ça se passait donc au Congo belge, des horreurs de la part de l'autorité coloniale belge, ont fait reconnaître qu'elles étaient des victimes d'un crime contre l'humanité. C'est la première fois en Europe qu'un État est condamné, y compris à des réparations, que la première fois qu'un État était condamné pour crime contre l'humanité colonial. Bon, en situation coloniale. Alors, je ne suis pas juriste et je ne suis pas capable de voir quelle portée ça peut avoir. Ce qui est sûr, c'est que l'abrogation de la loi des décrets d'amnistie. Il faut savoir que les amnisties, elles ont été faites par une succession de 4 ou 5 décrets. Le premier a été pris 2 jours après la fin de la guerre par De Gaulle. Il était exigé par les militaires français qui avaient peur de ce qui allait leur arriver, pourrait éventuellement leur arriver, le vent ayant tourné après la fin de la guerre. Donc tout de suite, on leur a promis, on leur a accordé une impunité judiciaire perpétuelle. Voilà. Mais ensuite, on a multiplié des amnisties complémentaires jusqu'à amnistier sous Mitterrand les anciens criminels de l'OAS en les réintégrant dans les grades et fonctions et pensions qui étaient les leurs avant, etc. Bon, tout ça, c'est très complexe. En théorie, c'est toujours possible d'abroger tout ça ou de faire une loi qui remplace tout ça, mais ça paraît extrêmement peu probable. Et malheureusement, je pense que le temps, à considérer qu'on engage ça aujourd'hui, le temps que ça prendra fera que tous ces gens-là seront morts et enterrés depuis longtemps. Hein. Il y a plus beaucoup de protagonistes qui sont en vie. Hein. Il y en a un qui n'est pas des moindres, qui s'appelle Maurice Schmitt, dont qui est accusé par des témoignages extrêmement circonstanciés d'avoir torturé dans une école qui servait de centre de torture en bordure de la Casbah d'Alger, l'école Saroui, à l'été 1957. Et Maurice Schmitt, il est devenu ensuite chef d'état-major de François Mitterrand. Et lui, comme Papon ou comme Le Pen, il attaque en diffamation, enfin il attaquait en diffamation ceux qui relayaient ses accusations. Il a gagné plusieurs fois, hein, en vertu de l'amnistie. Et lui, il coule des jours heureux en Provence. Bon, il doit être très âgé maintenant. Voilà, bon, je crois que... Mais je crois que c'est bien de faire ressortir des noms comme ça finalement, parce que tout le monde pense que tout le monde est mort, mais ça ne l'est pas. Et il y a aussi toutes les associations de leur mémoire à eux qui font vivre cette mémoire de la torture en toute impunité. Et puis qu'après, ça peut aussi faire partie du rêve. On peut demander n'importe quoi aujourd'hui dans la situation où on est, une éventuelle victoire de la gauche n'étant pas acquise. Et peut-être que ça sera un moyen de mettre fin à ce concept de la concurrence des mémoires qui a été développé par l'extrême droite et de montrer qu'encore une fois, on peut, comme au temps du procès Papon, faire que une victoire pour les uns puisse aboutir au moins dans le débat, parce que je pense que, par exemple, si on parle de ce monsieur Maurice Schmitt très précisément, il y a forcément de ses amis sur X qui vont hurler qu'on oserait évoquer ce dossier, mais si... peut-être que si des politiques et des historiens sont relayés par les politiques, on pourra avoir au moins ce débat, parce que moi je suis née à la conscience politique avec cette histoire de loi d'amnistie, et je crois que ça a beaucoup compté pour ma génération, parce que nous-mêmes on était amnésiques, nos grands-parents, mon grand-père n'en parlait pas de ce qu'il a vécu le 17 octobre, et notamment de ses amis qui sont morts, et ensuite on découvre qu'il y a cette amnistie légale qui de fait a empêché toute une génération de savoir ce qui s'était réellement passé, d'avoir aussi les procès du nazisme. C'est aussi l'occasion d'écouter la parole des bourreaux et dont certains disent enfin la vérité. Oui. Voilà. Je suis bien d'accord.
Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas. Donc, Le Pen et la torture, si tu peux nous rappeler la maison d'édition parce que j'oublie tout le temps. Alors, c'est publié en France au Passager clandestin et en Algérie par les éditions Barzac. D'accord. Et est-ce que tu peux nous redire donc l'initiative sur la mémoire des disparus? Il y a déjà un site avec Malik Aral que je suis aussi Oui, sur alors, les réseaux. c'est un site qui s'appelle 1000autres.org, 1000 en chiffres, autres au pluriel, .org. Et vous verrez maintenant, après toutes ces années donc, de recueillement oui, de recueil de témoignages, la home page du site ressemble à un mémorial. On a des dizaines et des dizaines de photos que nous envoient les familles de leurs disparus. Alors tous n'ont pas. Alors, notre demande, elle ne concerne pas seulement ceux qui ne sont jamais réapparus après leur arrestation leur enlèvement par l'armée française. Elle concerne tous ceux que j'ai trouvé où j'ai trouvé le nom dans un fichier, dont certains ont réapparu après des mois ou des années de camps de concentration. Euh, voilà. Et donc on rassemble avec Malika des matériaux considérables grâce à ça, qui nous permettront d'écrire prochainement une autre histoire de la bataille d'Alger, comme on dit, parce que ce qu'on lit encore bien souvent, y compris sur des sites, par exemple, sérieux, c'est vraiment tiré des mémoires du général Massu, quoi. Et ça, c'est assez insupportable. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, puis pour la richesse de l'entretien. Et puis à très vite. Eh Alors, ben, merci à vous.